Je suis très heureux d'animer ce débat, très heureux d'associer l'ASCAM et l'ACID pour ce débat. Sur un sujet, on va en reparler dans quelques instants, où il y a, comme on dit sur le plan académique, il n'y a pas beaucoup de littérature puisque tout est à défricher. Et c'est la difficulté d'animer un débat sur un sujet qui n'existe pas, d'une certaine façon, c'est-à-dire les passerelles cinéma-télévision, ça n'existe pas. C'est peut-être ça le sujet, justement. Mais comme ça n'existe pas, c'est difficile d'en parler parce que quand vous allez... Vous savez, parfois, quand vous faites une recherche, vous allez vous renseigner sur ce qu'ont dit les autres avant. J'ai cherché, même du côté du CNC, il n'y a pas grand-chose. Alors, avant de lancer le sujet, je vais présenter nos invités, bien sûr. Alors, à ma droite, Julie Bertuccelli, réalisatrice, qui a l'avantage, Julie, de connaître évidemment et d'être une experte du documentaire, de la fiction, de la télévision, du cinéma. Donc s'il y a quelqu'un, et d'ailleurs je me souviens quand tu as pris la présidence de l'ASCAM et que j'étais directeur général, tu as tout de suite lancé ce débat sur les passerelles cinéma-télévision, et en même temps on peut à la fois te remercier de l'avoir fait et montrer les pesanteurs françaises, puisque nous sommes en 2022 et que les choses ont malheureusement fort peu avancé. À ma gauche, Fabrice Puchot, hein, C-H-A-U-L-T, hein, je bien ça, directeur de l'unité Société Culture, qu'on ne présente plus. Moi je dis, on ne présente plus Fabrice Puchot. Arte, pardon, parce qu'on t'a connu aussi à France Télévisions, notamment. Voilà. Et puis, encore plus à ma gauche, Reza Serkanian, réalisateur franco-iranien. Et je suis très heureux de vous recevoir et de recevoir un représentant aussi du cinéma iranien, très beau cinéma, même si depuis plusieurs années vous êtes chez nous, et plus qu'en Iran évidemment. Alors je voulais donner 2-3 chiffres juste pour commencer, puis après donner quelques idées peut-être pour débattre. Quelques chiffres. Les soutiens au cinéma, c'est 311, enfin c'était en 2019, si j'ai bien lu les rapports du CNC, 311 millions d'euros. C'était 270 millions, un peu plus pour le soutien audiovisuel, avec une année un peu particulière. Mais c'était, enfin non, justement c'était avant le Covid. En 21, j'ai regardé la ventilation des dépenses. Les aides pour l'audiovisuel, c'est 40,2% des dépenses de soutien. Le cinéma, 40,3%. Les dispositifs transversaux, 18,8%. Et le plan numérique, 0,7%. Alors moi on m'avait beaucoup dit, mais finalement l'audiovisuel prend beaucoup plus que le cinéma. Et donc sur 614 millions de soutien, le CNC nous annonce que les aides audiovisuelles dans leur totalité représentent 40,2%, le cinéma 40,3%. J'étais un tout petit peu surpris parce que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps dans une réunion à l'ASCAM que le cinéma était un peu moins aidé que l'audiovisuel. Quand je regarde ces chiffres, je n'ai pas constaté cela. Alors peut-être qu'il y a des subtilités qui m'ont échappé. Voilà, alors peut-être qu'après, je pense que je n'ai pas la ventilation documentaire fiction. Je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas trouvé. Voilà. D'ailleurs, c'est pas toujours facile quand vous allez. C'est pas une critique du CNC. Il y a peut-être des gens du CNC à la salle qu'on ne croit pas tout de suite que je critique le CNC. C'est pas toujours évident de s'y retrouver sur la ventilation précise des aides, même s'il y a beaucoup de choses qui sont données, notamment sur ces sujets-là, c'est pas toujours très simple. Alors en fait, aujourd'hui, je crois, nos invités vont nous dire comment ils voient les choses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle, sauf à rembourser pour l'aide audiovisuelle si un producteur, à un moment donné, veut, d'après ce que j'ai compris, l'aide du cinéma, par exemple pour un film cinéma avec son généré de l'audiovisuel, mais il faut qu'il rembourse les sommes qu'il aurait perçues de l'audiovisuel, donc c'est effectivement compliqué. Et à la différence, je crois, d'organismes similaires au CNC dans d'autres pays européens, il n'y a pas de fusion des fonds. Hein, il y a trois taxes, les salles, la télévision pour faire court, et les plateformes et le numérique, et ces 3 taxes ne sont pas fusionnées. Ceci, c'est un peu comme à la SCAM. Pour ceux qui connaissent, quand on reçoit de l'argent d'Arte, on ne prend pas un peu de TF1 pour améliorer l'argent d'Arte. L'argent de TF1 va aux auteurs de TF1, l'argent d'Arte va à Arte. En tout cas, là, il n'y a pas de fusion des sommes, et donc il y a une séparation étanche de la part du CNC des aides. Donc ça, ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, c'est un sujet de fond et c'est un sujet de stratégie du CNC qui va au-delà même de ce dont on va discuter aujourd'hui. J'ai vu une exception, me semble-t-il, c'est le fonds d'aide à l'innovation, qui lui, effectivement, en effet, est transversal. Et d'une façon générale, il y a
moi j'ai retrouvé, moi et d'ailleurs je dois dire Nicolas Mazard, hein, qui à la SCAM s'occupe beaucoup du cinéma et de l'audiovisuel, il a retrouvé un rapport du documentaire de 2012, qui est intéressant, qui dit en 2012, donc vous voyez quand je parlais de l'intérêt qu'avait formulé Julie, c'est à peu près à la même époque, sur les passerelles cinéma audiovisuel, il était dit en 2012 dans ce rapport, les producteurs et les auteurs souhaitent une perméabilité entre les différentes aides du CNC, pouvant faciliter des passerelles entre l'audiovisuel et le cinéma concernant le documentaire. Un producteur peut difficilement envisager de développer un projet documentaire sans en choisir dès le départ la destination. Mais ce rapport avait émis la préconisation suivante. Je le lis, c'est un peu long, mais je crois que c'est important de le lire. Et puis après, je me tais et je vous passe la parole. Concernant le financement du documentaire, les organisations professionnelles et le CNC devraient trouver ensemble des assouplissements spécifiques adaptés au genre. Pour éviter que le destin d'un film ne soit scellé à jamais lors de sa mise en production, il convient d'encourager une souplesse plus grande de la réglementation. Des œuvres conçues au départ pour une diffusion télévisée devraient pouvoir changer d'écran en cours de production si des opportunités se présentaient. Concernant les règles qui organisent la chronologie des médias, alors là, si on commence à parler de la chronologie des médias, on n'est pas sorti, on va dîner ici ce soir ensemble. Elles pourraient être aménagées pour repenser le délai entre sortie salle, c'est vrai, hein, et diffusion afin de donner au film la meilleure publication possible dans l'intérêt de tous ses partenaires. Il convient en outre de tirer avantage de l'allègement des contraintes techniques d'exploitation ouvertes par la diffusion numérique en salle. C'est une chance à encourager pour des projets créatifs, atypiques, qui ont besoin d'être exposés sur des plateformes variées. Alors que le cinéma documentaire est un espace de création dynamique qui devrait rencontrer son public, les chaînes, en particulier celles du service public, devraient se remobiliser pour soutenir ce secteur. Et depuis, je n'ai rien trouvé de plus que ça. Un petit peu quand même. Mais vas-y, justement, j'allais te passer la parole. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, mais justement, j'allais d'abord te passer la parole. Non, mais je crois que donc, n'hésite pas. Sur la chronologie des médias, il y a eu quand même une dérogation importante. Alors, on a le droit maintenant à 100 projections, je ne sais plus combien, une année peut-être, ou alors 300, mais en 2 mois, où justement ça peut être, on déroge à la chronologie des médias. C'est quand même très précieux pour le documentaire, ça a été fait pour ça, c'est très récent. C'est très récent. Donc c'est quand même une chance, parce que, bon, on parlera sûrement de cas différents, mais enfin c'est... Mais celui, c'est la chronologie des médias, ça ne résout pas la question des éventuels soutiens en cours de... Non, mais c'est un début, ce que dit Julie. C'est-à-dire qu'un film qui a été produit pour la télévision peut être exploité dans un cadre qui ne devient pas le cadre réglementaire du cinéma, une centaine de fois par an, ce qui est quand même beaucoup, une centaine de projections, c'est pas rien. Par ailleurs, le CNC a admis aussi qu'il y a aussi une dérogation, c'est-à-dire que la chronologie, par exemple pour un film documentaire au cinéma, n'est plus de 18 mois si le film est inférieur à 1,5 million. Il est de 12 mois. 12 mois. Ça crée plus de fluidité entre les salles et les chaînes. Et troisièmement, avant, quand un film passait à la télévision, parce qu'il y en a eu quelques cas, puis ensuite sortait en salle, la chronologie des médias s'appliquait. Or, elle ne s'applique plus nécessairement. On ne peut pas diffuser en même temps que le film est en salle, mais dès la fin de son exploitation salle, le film peut de nouveau être diffusé à la télévision. Donc, c'est vrai que ça aide les télévisions à assouplir leur politique vis-à-vis d'une possible sortie salle d'un film produit par la télévision. Je ne dis pas que ça touche au fond, mais ça... Non, sur la diffusion, il y a deux ça sujets. Crée une souplesse. Il y a la diffusion et il y a aussi l'évolution du soutien en cours de voilà. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand on dépose un projet avec cette aide à l'innovation, on peut changer quand même. On peut avoir écrit pour la télévision et du coup passer à autre chose. C'est quand même aussi un des... Oui, mais le producteur qui a démarré un soutien automatique en télévision... Voilà. L'autre fois, il y avait un débat à la SCAM qui montrait d'ailleurs la réticence. Parce qu'il y a une réticence financière derrière ça. Il y a la crainte d'auteurs de documentaires de cinéma qui considèrent être dans une situation plus fragile que les auteurs de documentaires de télévision et qui disent attention à ne pas fragiliser davantage le financement des documentaires en salle au motif que certains, initialement aidés en production audiovisuelle, passeraient du côté du cinéma. Alors je ne sais pas si vous avez eu des expériences de cette nature, je vais vous passer la parole pour entamer la discussion. Oui, bien sûr. En fait, moi je pourrais apporter plutôt un point de vue du côté des réalisateurs et les auteurs de documentaires. C'est très intéressant de vous entendre. D'abord, merci de m'avoir fait porter la responsabilité de représenter le cinéma iranien.
Je représente surtout l'ACID ici parce que je fais partie des cinéastes de l'ACID et où on est très, très confronté, sensible d'abord au documentaire, très confronté à la même question. Il y a des films qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie de prendre, mais on se pose la question, parce que pour nous surtout le soutien, ça veut dire porter les films en salle. Donc la question se pose, est-ce que le film est destiné à la salle ou est-ce que c'est pour la télé? Et puis en tant que réalisateur, j'ai eu des expériences aussi d'imaginer, évidemment, en tant qu'auteur, quand on imagine un projet de documentaire, on voit grand, on espère faire un film, long métrage, cinéma. Et c'est les producteurs qui font les démarches. C'est parfois, après un an, ils peuvent se dire, bon, on a fait le tour de tous les financements, ça ne va pas marcher. Par contre, il y a une petite télé où il y a des possibilités de financement dans la télé. Donc le réalisateur, à un moment donné, il passe à un moment difficile d'accepter ou pas son film qui avait rêvé pour le cinéma. Finalement, ça serait pour la télé. La vraie question que moi-même, en tant que réalisateur, me pose, c'est que est-ce que le fait que du coup le financement de films change, est-ce que la qualité cinématographique de film change aussi? Je ne crois pas. Je pense que le réalisateur, il va faire son film comme il l'imaginait, sauf que finalement, on lui a donné un label. Parce que vous ne considérez pas qu'artistiquement, c'est pas la même chose. Enfin, je vais dire une banalité de quelqu'un qui ne sait pas faire de film. Alors, pardon d'avance pour la naïveté de ma question, mais il y a quand même une différence de... J'essaie juste d'apporter un autre point de vue, c'est que je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont l'habitude de faire des films documentaires pour la télé. Ils ne se posent même pas la question, ils ont déjà eu l'expérience. Mais il y a aussi des gens qui découvrent en faisant un premier documentaire, en tout cas un premier documentaire pour la télé. On voit qu'il y a une différence, c'est-à-dire on te dit finalement... moi, même à l'ACID, ça nous est arrivé un film qu'on a plus ou moins aimé, on a voulu prendre ou ça n'a pas marché finalement. Et j'ai rencontré derrière les réalisateurs ou les producteurs qui m'ont dit bon, on a laissé tomber la salle finalement, c'est pas pour la salle, on se contente de la télé. Donc on voit que vraiment on est un peu à cheval, et certains films sont un peu à cheval, et surtout le point de vue du réalisateur, comment il est. Je trouve que ça dépend aussi avec quelle chaîne on trouve un financement, quelles vont être les contraintes imposées ou pas, ou selon la notoriété aussi des réalisateurs et réalisatrices, qu'est-ce que la chaîne va imposer. Enfin, on sait bien qu'il y a malgré tout, on ne va pas se voler la face, il y a quand même des chaînes qui ont des cadres et des impératifs et des volontés de pédagogie, de commentaires, d'un début qui résume tout, de plein des voice-over, des choses qui font qu'à un moment donné, ça peut contraindre, peut-être pas, c'est pas systématique, mais je veux dire, ça peut contraindre. Et puis, et la contrainte peut parfois être intéressante. Oui, la contrainte, bien sûr, peut être intéressante, ça je dis pas, mais parfois ça correspond pas trop, on arrive finalement à un objet qui ne devient plus exactement ce qu'on a rêvé. Mais enfin, cela dit, ça arrive aussi quand on fait un film pour le cinéma, mais disons qu'il y a aussi l'aspect financier. Cela dit, je pense qu'on trouve parfois plus de financement pour la télévision que pour le cinéma, enfin tout dépend, aussi il n'y a pas de règles. Et puis moi j'ai fait un peu les deux, donc je vois bien que malgré tout, moi je me pose jamais trop la question parce que j'essaye vraiment de faire le film pareil, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, mais surtout que même si c'est pour la télévision ou pour le cinéma, je sais que de toute façon il passera a priori si le film a pu être financé par la télévision, parce que n'oublions pas que les films de cinéma sont financés par la télévision. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc de toute façon ils finissent à la télévision, donc on pense quand même à tout ce public potentiel qui évidemment, il y a plus de public à la télévision, quoi. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même qualité pour moi de public, c'est pas une question de qualité de public, c'est la question de projection, quoi, et de relation. C'est-à-dire d'être sur une grande salle, grand écran, de pouvoir faire des débats, enfin c'est ça qui est la grande force des sorties en salle, c'est de faire des tournées longues, d'avoir plein de débats, des rencontres formidables, enfin des choses qui sont beaucoup plus... Le documentaire appelle le débat, la énormément. rencontre, oui, ça c'est certain. Et là, d'autant plus aujourd'hui que le cinéma va très très mal, le documentaire évidemment, comme toujours l'éternel parent pauvre, il déguste beaucoup en ce moment, enfin c'est vraiment assez grave. Donc on est d'autant plus... D'ailleurs la fiction commence à comme un peu toujours copier sur le documentaire, on se rend compte que pour qu'un film marche en salle, il faut que les réalisateurs et réalisatrices se déplacent, il faut faire des événements, il faut... Et ça, nous, on l'a toujours fait parce que c'était toujours plus dur de montrer des films en salle, mais on se nourrit de notre expérience. Et pour le documentaire, il faut inventer, il faut être très inventif en ce moment, pour trouver des financements, parce qu'il y a énormément de films, comme vous le savez, je ne vais pas ouvrir des grandes portes déjà ouvertes, mais enfin tellement de films en retard à sortir. Les distributeurs ont pris tellement de risques, sont vraiment...
voilà, ils n'ont plus grand-chose sous les bras pour s'en sortir. Donc sortir un documentaire, même s'il y a évidemment toujours des poches de public, vraiment on sait qu'il y aura des gens qui viendront les voir, mais parfois là ça se réduit de plus en plus. Il y a des documentaires qui ont un impact. Mais bon, j'espère vraiment que c'est qu'un moment et que les gens vont se réhabituer à sortir en salle et que voilà, et que ça Parce va que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de films documentaires qui sortent en salle, à peu près. 120, 130, il n'y a pas que des films français, dont plusieurs dizaines qui sont quand même agréés par le CNC, une cinquantaine, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Donc il y a quand même effectivement une augmentation de la production et de la distribution. Le problème, c'est que déjà en fiction, déjà même pour des films assez connus, on voit que la distribution se réduit en nombre de semaines. C'est catastrophique. Enfin, en tant que spectateur, moi, il y a des films que je ne vais pas voir simplement parce que je n'ai pas fait attention et c'est fini. Il faut traverser tout Paris, ou aller, bon, et donc vous ne le faites pas, et voilà, et donc vous n'y allez pas, et donc vous le ratez. Il y a moins en moins de salles. Et en documentaire, on n'a quand même pas une forte augmentation. Tout le monde dit, et c'est sympa pour nous, j'ai envie de dire pour nous, la maison du documentaire, la SCAM, qu'il y a un vrai succès documentaire en salle. Il faut faire attention, il y a quand même, c'est difficile. Il y a très peu de documentaires qui marchent en salle, y compris quand c'est des réalisateurs assez connus et qu'il y a une bonne critique. Parce qu'il y a de la critique, ça c'est pas tellement une question de la presse n'ignore pas le documentaire, il y a très bonne, voilà, on peut parfaitement, je veux dire, se mettre au courant de ce qui sort en documentaire, c'est pas un défaut de communication, je crois pas, mais c'est une difficulté qui est liée à la distribution et d'une certaine façon au nombre de films produits. Mais je pense que là il va falloir que le CNC fasse des bonus pour les aides des distributeurs de documentaires, parce que là en ce moment c'est vraiment un tunnel, évidemment il y a la Panthère des Neiges, il y a toujours des expériences, des exemples parfaits, formidables, qui donnent espoir, mais je pense que là... Mais il n'y a pas que... Fabrice, oui. Moi, je dirais que... comment je vois les choses, j'ai pas une vision si déterminée que ça, je suis comme vous. Nous, on fait des expériences, on a la possibilité de faire des expériences très diverses, mais effectivement, il y a... globalement, les documentaires en salle ont un régime d'entrée inférieur à celui des fictions. Mais on a pu s'apercevoir que même sur des auteurs très exigeants, je pense au dernier film de Patricio Guzman, La Cordillère des Songes, le film avait fini à 85 000 entrées, ce qui, pour un film documentaire, est tout à fait remarquable. Et pour un film français en général, il se trouve que là c'est un film hispano-chilien, mais pour un film français en salle... voilà, et ça n'était pas... alors c'était une sortie très bien orchestrée par Pyramide. Donc, il y a des clés, il y a aussi des films qui sortent et qui... C'est un peu la petite salle et la grande salle. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont faits pour la très grande salle. La Panthère des Neiges, c'est fait pour la grande salle et ça marche très très bien. Flic, Carole Scotta va bientôt sortir, c'est aussi fait pour la grande salle. Et il n'y a pas du tout de mépris, mais je sais que Météor Film, par exemple, fait des expériences extrêmement intéressantes. Je pense au film Je vois rouge je lis ma note, de Božena Pajanotova, parce que je ne veux pas oublier un des hauts de Božena Pajanotova, qui a fait 7000, 8000 entrées, mais étant donné son mode de financement, étant donné le nombre de salles disponibles, c'est pas inintéressant qu'il y ait de la place pour la petite salle, qu'il y ait de la place pour des expériences qui n'ont pas vocation à être majoritaires, à être très larges, etc. Donc c'est difficile, mais il y a quand même des expériences qui peuvent faire que le dernier film de Barbet, Schroeder, c'est pas parce que c'est un nom. Les gens ce sont pas des noms, Guzman, Schroeder, qui sont connus fortement par le grand... je parle du grand public. Je parle du grand public. Parmi nous, bien entendu, parmi la cinéphilie, évidemment. Mais là, je parle du grand public. Le sujet plutôt. Voilà, et c'est le sujet attache beaucoup plus en documentaire. Et on s'aperçoit que leurs films trouvent, et c'est important, leur rentabilité. C'est pas du tout un gros mot, la notion de rentabilité, surtout quand on est en salle. Et trouvent leur rentabilité. Donc il y a des modèles d'expérience différents qui existent quand même. Franchement, et je tiens ici à le dire, il y a eu un effort considérable, Julie en est un petit peu responsable, pendant sa présidence de la SCAM, il y a eu un effort considérable qui a été mené quand même sur le cinéma documentaire en salle, et aujourd'hui il a plus de visibilité.
les distributeurs, ils sont plus sensibles, ils ont trouvé les méthodes dont tu parlais, qui étaient, il faut accompagner les films, il faut les parler, il faut travailler avec l'éducation nationale, avec les plateformes aussi éducatives et d'éducation, parce qu'elles en sont friandes, de films qui eux-mêmes ne sont pas des films faits pour éduquer du tout, qui sont des films des films documentaires comme ils doivent l'être. Eh bien, c'est quand même, moi ce que j'observe, alors certes il y a la crise actuelle, mais ce que j'observe c'est quand même... Il y a une appétence. Il y a une appétence et il y a une réalité. On le voit dans les c'est plus qu'une ouais. appétence, il y a une réalité de l'exposition du documentaire en salle que moi je n'ai pas connue. Je m'excuse, quand on a commencé, je dis... Ça n'existait pas du tout, il y avait les gros animaliers, et j'adore ça. Non, mais j'adore l'animalier. J'adore ces films animaliers. Je trouve que l'animalier est un cinéma documentaire extrêmement intéressant. On n'y fait pas toujours assez attention, parce que quand vous filmez avec un animal, si vous ne faites pas un plan, vous avez tout raté. Il faut faire des plans. Mais il y avait ça, il y avait... et sinon, de temps en temps, des documentaires à teneur plus politique, plus immédiate, qui pouvaient percer le plafond de la notoriété des entrées salles. Maintenant, c'est plus divers. Mais moi, on le voit au FIPADOC. C'est beaucoup plus divers. Il y a Allons enfants, il y a aussi... Voilà. Je pense Mais que ça va marcher, on le voit dans les festivals. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pendant du FIPADOC, le FIPA avant était fiction et documentaire. Et d'une certaine façon, pourtant je suis un garçon optimiste, mais quand on a dit, on arrête le FIPA fiction documentaire et ça va devenir le FIPADOC uniquement sur le documentaire, donc au mois de janvier à Biarritz, pour ceux qui ne connaissent pas, on a tous eu une crainte de la réaction du public dans les salles. On s'est dit, ah ouais, mais peut-être que les gens finalement, comme c'était les deux à la fois, peut-être que les gens finalement, ils étaient attirés par le FIPADOC parce que la fiction, etc., les séries, etc. Pas du tout. Et ça a été très rassurant et très réconfortant pour le milieu du documentaire. Il y a une très belle assistance du public au FIPADOC. Donc je pense que ce qui est important, c'est effectivement la distribution, c'est aussi le fait, alors le CNC, parce qu'on va revenir aussi un peu, est-ce qu'on demande des choses au CNC? Cette table ronde, elle peut servir un petit peu à ça aussi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif, encore une fois, transversal. Est-ce qu'on demande au CNC des choses? Mais aujourd'hui, par exemple, on a demandé au CNC, par exemple, un soutien pour l'accompagnement des auteurs dans les salles de cinéma pour venir accompagner. Les auteurs sont très mal payés, enfin, ils ne sont pas payés, ils sont défrayés. Non, ils sont défrayés, pardon, ils sont défrayés, uniquement défrayés, et ça n'est pas satisfaisant. Et encore, non, mais je suis d'accord, et ça, c'est pas bien non plus. Donc, on a demandé au CNC d'avoir un dispositif qui, à mon avis, ne va pas mettre en péril les finances du CNC pour que les auteurs qui accompagnent leurs films puissent être rémunérés. Ça paraît très important. Il y a des problèmes aussi de cette question de la rémunération des auteurs. Alors c'est lié aussi dans les festivals. Enfin voilà, il y a certaines difficultés. Mais est-ce que, donc, pour en revenir aussi à notre sujet, qui était finalement, il n'y a pas de passerelle. Voilà, il n'y a pas de passerelle. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des films de cinéma qui sont évidemment diffusés en télévision, encore que il y a à la SCAM des auteurs à qui on n'a pas versé de droits pour des films qui n'ont jamais été diffusés, parce qu'ils n'auraient pas été financés par la télévision. Voilà. Donc il y a aussi ça. Donc il y a une différence entre évidemment des films cinéma exclusivement financés par l'outil cinéma et des films où il y a dans le tour de table des chaînes de télévision. Ça change quand même beaucoup les choses. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui il serait intéressant, pertinent, qu'on assouplisse, encore une fois je l'ai dit en début de propos, qu'on assouplisse les conditions dans lesquelles éventuellement on... Non, mais ça en tout cas c'est un tout petit peu assoupli, comme on disait, grâce à cette dérogation qui est quand même vraiment, qui tombe bien dans un moment hyper dur, qui fait que des distributeurs peuvent profiter aussi de la notoriété d'un film quand il passe aussi à la télévision, et puis ça n'empêche que ça n'enlève pas non plus du public après en salle. Mais bon, ça reste difficile parce que d'abord le replay dure de plus en plus non et pour les distributeurs. Non, mais le replay, la mise à disposition sur la plateforme. Pardon. Quand même, en même temps, c'est super. Pour les films qui passent à la télévision, c'est formidable. Mais après, pour ceux qui sortent en salle, évidemment, les distributeurs ont peur parce qu'il faut quand même faire venir les gens en salle. C'est pas, ils ont tous pris une habitude très flemmarde de rester chez eux. Donc, faire sortir quelqu'un quand on sait qu'on peut le regarder aussi là en 2 minutes sur son ordi ou sur son téléviseur. Donc, je pense qu'il faut quand même aider les distributeurs parce que même s'ils ont cette dérogation, c'est un risque, et puisqu'ils ont pris tellement de risques, c'est déjà un risque de prendre un documentaire, donc de prendre ce risque de la diffusion possible à la télévision en même temps qu'en salle, il faut vraiment les aider, quoi. Et même s'il y a un public qui a beaucoup d'appétit à aller en salle, ça je suis sûre qu'il y en aura toujours et ça va revenir.
Mais là, c'est un moment crucial pour le documentaire. Et je pense qu'il faudrait, en plus de cette dérogation, leur donner un bonus parce qu'il faut sortir, il faut sortir de l'argent pour sortir un film. Hein. C'est pas juste le sortir comme ça. Il faut faire de la pub, il faut faire l'attaché de presse. Il faut qu'il y ait, je pense que l'ACID en est bien placé pour savoir que, évidemment, c'est carrément. Alors qu'il y a de l'argent ou pas, en tout cas, notre vocation, c'est d'accompagner les films en salle. Et puis, évidemment, l'expérience montre que c'est les films en salle, documentaires ou fiction, mais dans tous les cas, c'est pas le même public qui regarde les films à la télé déjà. Il y a une différence énorme entre ceux qui disent « Tiens, ce soir, il y a tel qui passe, bon, on va regarder ça en mangeant notre pizza ou notre soupe ». Alors d'autres qui se déplacent, qui traversent la ville pour aller voir. C'est un choix ciblé. Et puis quand on se déplace, ça veut dire que c'est en bloc toute la soirée, c'est l'événement de la soirée. Donc évidemment, on préfère qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un débat. Enfin, ça change complètement la démarche. On peut amener les enfants, enfin les autres, à donner rendez-vous. Et puis, donc déjà, après, évidemment, c'est aussi très intéressant quand on sait qu'un film qui a disparu, qui n'est plus dans les salles, on peut les voir à la télé, enfin, je veux dire, c'est complémentaire. Mais moi, je trouve que c'est pas le même... Oui, mais on n'en voit pas tant que ça à la télé. Non, mais je pense que c'est un moment il faut aider le public à avoir envie de ressortir. Hein. Sinon, évidemment, qu'il y a toujours des publics différents qui vont en salle, d'autres qui vont à la télévision. Mais là, il y a vraiment un tunnel... Et je vois plein de gens autour de moi qui allaient toujours au cinéma, qui maintenant, ils vont plus, alors qu'ils sont des cinéphiles d'ailleurs. Hein. Mais il y a une telle offre de toutes les plateformes et tout que il faut lutter. C'est quand même un vrai combat. Hein. Enfin, je dis ça, je suis pas distributrice, mais je les vois souffrir, quoi. Et donc je compatis parce que c'est des alliés hyper précieux, tous ceux qui ont sorti mes films, Pyramide notamment. Je veux dire, il y a plein d'autres. C'est assez tragique. Moi, juste pour une anecdote, j'avais une expérience quand j'accompagnais un film avec l'ACID, encore une fois. Il est passé une semaine dans une ville, dans une salle, une fois par jour. Le rendez-vous avec le réalisateur a été fixé le dernier jour. Donc, en gros, ça fait bouche à oreille pour faire venir des gens. Donc quand je suis arrivé, les responsables de la salle, on m'a dit toute la semaine, toutes les projections qu'on a fait, il y avait autour de 120 personnes. Et ce soir-là, la dernière projection en présence du réalisateur, 200 personnes. Ouais. Donc ça explique à quel point c'est important de créer un événement autour de... Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait envisageable de demander, enfin je reprends ce que dit Julie, de demander des aides spécifiques à la distribution des films, alors on va les appeler fragiles, etc. C'est un vrai axe de... fragiles, ils sont documentaires. Non mais je dis ça parce que tu as raison, non mais tu as raison parce qu'en plus... Je me souviens d'un rendez-vous, un peu marre de la fragilité des documentaires. Voilà, c'est agréable, je vous anime à documentaire, c'est pas une petite chose fragile. C'est normal que je me fasse engueuler, c'est très agréable. Merci. Mais c'est vrai que c'est pas la formule la meilleure que j'ai choisie. Et d'ailleurs, elle est tellement pas bonne que c'était celle qu'avait emprunté lors d'un rendez-vous que nous avions avec Frédéric Bredin et où tu plaidais à juste titre, avec beaucoup de calme et de retenue, parce que le rendez-vous n'était pas facile pour le documentaire et où Madame Bredin, regardez, oui, voilà. Et justement, elle avait dit, c'est pour ça que tu m'engueules maintenant, parce qu'elle avait dit, oui, non, mais vous me parlez des films fragiles. Et tu as vu la même réaction, je ne vous parle pas des films fragiles, je vous parle des films documentaires. Et là, elle a dit, bon, on va appeler Audrey Azoulay. C'était très amusant. Bon, une petite anecdote, mais c'est vrai que la preuve, c'est qu'on est souvent, et c'est une erreur, vous voyez, même moi, d'avoir tendance à penser que le documentaire est fragile. Ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, et je crois que tu as raison, il y a un problème structurel et conjoncturel. Il y a une question structurelle d'accompagner le documentaire, encore peut-être plus que la fiction, même si la fiction, évidemment, s'accompagner et que le public va être très heureux s'il rencontre l'équipe du film de toute façon. Mais il y a donc cette question structurelle autour du documentaire, parce qu'il y a une double question. Je vois bien quand on est dans des débats, il y a à la fois des questions sur la manière de filmer, il y a des questions sur l'artistique, et puis il y a des questions sur le sujet. Il y a les deux, et les deux sont généralement, on voit bien ce que le public a envie de savoir. Et il y a des questions, et là je crois que tu as raison, c'est un peu conjoncturel, sur comment est-ce qu'on fait revenir les gens au cinéma, comment est-ce qu'on aide les distributeurs à passer cette période qui est quand même extrêmement difficile, puisqu'on est encore à peu près à moins 30 dans les salles. On n'a pas tellement bougé au premier trimestre de cette année. Donc ça, c'est deux sujets c'est un sujet qu'on peut mettre sur la table. Et moi, je retiens cette idée
avec l'ACID, on travaille beaucoup ensemble avec l'ASCA, mais je pense que c'est une idée à pousser. Il y a eu au mois de mars plusieurs propositions qui ont été faites ACID, ACRF, SCAM sur le cinéma. Bon, je suis parti sans la note, c'est dommage, mais de mémoire, il n'y avait pas forcément aussi ce sujet qui était dans cette note. Enfin, si, voilà, pardon, je l'ai plus, je voulais la regarder aussi. Merci. Donc on va remettre ça. Non, mais c'est très important. Je pense qu'il y a ce sujet et qui va d'ailleurs de pair aussi avec ce qu'on a dit à Dominique Boutonnat, qui était effectivement de trouver un projet d'accompagnement des auteurs. Tout ça, ça fait partie du même, du même sujet. Donc je pense que ça c'est important. Et sinon, je voulais revenir sur Arte. Est-ce qu'Arte a eu concrètement des expériences de films comme ça qui ont connu un cheminement inattendu Il y a une époque où on pouvait sortir juste en même temps. Voilà, il y a eu quelques exceptions et ça a plutôt pas... C'était il y a longtemps et le monde a changé depuis. C'est vrai qu'il y a une... Ça serait c'est passé à ce monde, on peut pas tout à fait revenir à 6 chaînes de télévision hertziennes et pas de plateforme. C'est pas ce qu'a dit Julie. Mais laisse-nous nous. Non, mais sortir en même temps, je sais pas comment c'était vécu, ces choses-là. Alors, il y a eu dans l'histoire d'Arte, effectivement, pour la fiction, c'était Pierre Chevalier qui, le premier, avait, pour la fiction, inauguré ce genre de choses, et puis ça a eu lieu un peu pour le documentaire. Et la réglementation est, à l'époque, laisser faire. Et puis, il y a eu une crispation extrêmement forte, et là, je suis désolé, des distributeurs et des exploitants qui ont dit, ça, c'est terminé, fini. Je ne sais pas, à l'époque, je n'étais pas... je ne travaillais pas dans la chaîne. Récemment, on a... alors d'abord à Arte, il y a un premier endroit où proposer des films documentaires pour le cinéma, qui est effectivement cette commission de cinéma documentaire, qui est animée par Olivier Père pour la filiale cinéma, par Rémi Burin avec lui, et par moi-même, et Bruno Patino nous rejoint à la fin, puisque comme ce sont des engagements d'une filiale, le président est responsable de cette filiale aussi. Et où là, donc, on est dans le silo cinéma classique, de l'investissement d'une chaîne sur des films cinéma. C'est finalement assez simple. Là où c'est intéressant, c'est qu'on reçoit, c'est drôle, on reçoit parfois des films qu'on commence à développer en télé. C'est ça. Ils sont refusés Non, pas du tout. Que tout d'un coup, pendant le développement. Pendant le développement, si on a signé un accord de développement. Oui, de développement seulement, mais pas de. Et hop, on le passe d'écriture, voilà, et on a mis de l'argent en développement d'écriture, mais pour la télé, puis. Donc ça se fait au moment du développement. C'est très rare, c'est très rare parce que cette hésitation est rare par ailleurs. Et sur quels critères? Sur des critères qui sont ceux de l'accompagnement d'un film, en fait. Se dire que tu sais, de discussion, tout d'un coup d'un désir, par le producteur et le réalisateur, la rencontre d'un intérêt chez un distributeur. Bon, ça s'est pas passé beaucoup de fois, c'est passé 2 fois. Et puis, par ailleurs, on l'encourage pas. Mais à ce moment-là, effectivement, on est obligé d'annuler un premier contrat, mais si et seulement si, effectivement, on réussit, la commission cinéma à Arte, dont je fais partie, se dit qu'elle va le financer aussi. À ce moment-là, ça vaut le coup. L'un remplace l'autre, c'est un circuit vertueux, mais on est dans la même maison. Donc ça, c'est facile, et on n'a pas encore fait appel au fonds de soutien. C'est ça, c'est en amont de l'appel au fonds de soutien. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est pas un chemin, ça c'est juste une expérience, c'est quelque chose qui s'est passé, on ne va pas l'établir en règle. Mais ça peut arriver. Mais c'est arrivé, dans des cas très précis. Donc voilà. Ensuite, on a recommencé à nous proposer. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous qui en avons eu l'envie et le désir, sont des distributeurs, des réalisateurs, des producteurs et des distributeurs qui sont venus vers nous pour nous dire, voilà, on pense qu'il y a une potentialité pour ce film, qui est un film financé par la télévision, qui va être diffusé, il y a une potentialité pour une sortie salle. Ce à quoi nous disons bien évidemment, parce que nous sommes une chaîne publique et nous avons une mission que nous devons respecter absolument, c'est-à-dire, et à cette mission sont attachés des budgets qui sont de financer des films pour la télévision. En tout cas, moi je suis un homme de télévision, mon budget est affecté à cela. Et il n'y a aucune raison, je ne suis pas ni le législateur, ni celui qui fait la réglementation, ce n'est pas du tout notre objet de biaiser
cette réglementation, ni de produire une attrition de cette réglementation, parce que cette réglementation a aussi prouvé ses vertus. Ces deux silos ont aussi fait du cinéma français l'exception que l'on connaît, de la télévision française aussi, parce que contrairement à ce qu'on pense souvent, il faut aller voir dans d'autres pays européens l'état de la télévision publique. Nous ne sommes pas... On n'a pas à rougir de ce que sont nos chaînes de télévision dans leur ensemble, loin s'en faut, et de leur investissement dans le documentaire et la création. Et donc cette réglementation protège et a protégé. Maintenant, doit-elle être adaptée ? Ça ne va pas être mon sujet ici. Néanmoins, ce respect de la réglementation est extrêmement important. Autre point, donc quand ça se passe, quand ça arrive, la première expérience que j'ai eu à gérer, pour ma part, ça a été I'm Not Your Negro, le film de Raoul Peck, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un film développé par Arte, coproduit par Arte, et ensuite, la victoire a beaucoup de pères et de mères, tout le monde s'est jeté dessus, et un jour on m'a dit, c'est formidable que tu aies acheté ce film Amazon. Nous l'avons financé, nous étions les seuls avec un petit apport de 40 000 € du Sundance, et c'était tout, jusqu'à ce qu'il ait le Grand Prix à Toronto. Mais voilà, et donc Raoul vient vers nous, un distributeur s'y était intéressé, et on s'est dit, nous on a une mission, premièrement, c'est de parler à tous. Ça c'est écrit dans ce que nous sommes. Nous avons pour mission de nous adresser à tous les téléspectateurs. C'est extrêmement important, ce tous. Ça ne veut pas dire le plus grand nombre, ça ne veut pas dire de faire des audiences, mais tous c'est très extrêmement important. Et toutes. Pardon. Pardon, tu as raison. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Donc tous et toutes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations se divisent par leurs usages et leurs comportements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une chaîne de télévision Arte. Nous sommes une plateforme et une chaîne de télévision. Une plateforme qui a par chance en son sein une chaîne de télévision. Parce que, je vais vous donner un exemple tout bête, n'importe quel programme sur Arte va avoir une moyenne d'âge, entre guillemets, d'environ 65 ans. Et ça ne cesse d'augmenter. Eh bien, si on diffuse un film uniquement sur cette chaîne hertzienne, eh bien, on ne touche pas tous les publics. C'est impossible, puisque les comportements ont changé. Donc c'est pour ça qu'il y a Arte.tv. Arte.tv, la moyenne d'âge, là, tombe à 52 ans, 53 ans. Donc là, on a élargi. On a touché un autre public. Et puis pourquoi on a des chaînes YouTube très encadrées, très éditorialisées ? C'est parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que la moyenne d'âge sur nos chaînes YouTube, très éditorialisées, très contrôlées, elle était de 34 ans. Et avec cet ensemble-là, et ça c'est notre mission, nous touchons tous les publics. Donc, I'm Not Your Negro est diffusé, I'm Not Your en prime time sur Arte, I'm Not Your Negro fait sa vie sur la plateforme, et I'm Not Your Negro, tout d'un coup, on nous dit, il peut avoir encore une autre vie. Et nous, moi ce que j'aime, là pour le coup, je le défends depuis longtemps, c'est que les films aient plein de vies différentes. Donc si l'opportunité se présente, qu'elle est raisonnable, qu'elle a du sens, et à ce moment-là, on fait ce qui est pour nous encore un régime d'expérience et d'exception, parce que ça n'a pas à être une règle. Donc on perd des droits, on ouvre des fenêtres, on sacrifie un certain nombre de nos droits, des droits acquis par contrat, et qui... vous renoncez à des fenêtres. Et voilà, on renonce à l'investissement que vous avez fait. on ne diminue pas notre investissement, bien sûr. Non, j'ai compris. Mais donc, en ouvrant des fenêtres, on réduit. Et il y a une perte, parce que le film, plus il vieillit, plus il perd de valeur en termes comptables. Enfin, je ne te fais pas un dessin. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, tiens, au profit d'une proposition exceptionnelle, mais intéressante, d'une occasion qui nous semble pertinente pour le film, pour nous, pour le producteur, pour le distributeur, on peut se dire, on va effectivement autoriser cette sortie salle. Et comme il y a eu ces évolutions en termes de chronologie des médias, ensuite on reprend les droits et on peut exploiter, puisque c'est le terme légal, exploiter le film après cette nouvelle fenêtre de télé. Donc nous, on aime énormément cette idée des différentes vies des films, des différentes durées de vie, etc., etc. Alors c'est pas simple. C'est pas simple du tout, parce qu'il faut qu'un distributeur ait envie. Mais on s'aperçoit
Il y a plein de distributeurs qui viennent vers nous, certains très aventureux, je pense évidemment à Météor, que j'aime beaucoup, et je mange son nom et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, c'est une distributrice qui a sorti Nous, par exemple, de Alice. Voilà, New Story, merci, et qui est vraiment formidable, qui accepte, qui se dit, il y a des publics différents, des usages différents, donc le film va être diffusé sur Arte, Nous a été diffusé sur Arte, en prime time aussi, il a été sur la plateforme, et derrière, je vais organiser une sortie salle. Parce que ce ne sont pas exactement les mêmes publics, parce que ça n'est pas la même attitude et la même relation au film, c'est cette relation de coprésence dont tu parlais. Mais ça peut être elle, on a sorti aussi, et voilà, des distributeurs viennent vers nous, ça a été Retour à Reims de Jean-Gabriel Perriot, Flea, le film quand même nominé 3 fois aux Oscars, qui va être diffusé en prime donc le 30 janvier, Carole Scotta est venue et tout en sachant pertinemment qu'il y aurait 3 mois sur la plateforme, une semaine de preview, 3 mois de présence sur la plateforme, qui n'est pas du replay, parce que la plateforme est une destination. Le replay, c'est l'ancien temps. On ne va pas rattraper. Non, ça existe toujours, parce que tu as toujours des films que tu vas diffuser un soir et tu vas le retrouver pendant. Bien sûr, mais on n'appelle pas ça du replay. Il y a deux choses différentes. Attends, je vais préciser ma pensée. Non, ce n'est pas. Quand je dis ça n'est pas du replay, c'est-à-dire que si on prend 3 mois d'exploitation et que la plateforme devient une destination, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est passé à la télé, ils vont sur arte.tv, c'est la majorité du public d'arte.tv qui s'en sert comme d'une destination où il va trouver des films. C'est pour ça que ça n'est pas uniquement du replay. Même si c'en est techniquement. Mais ça n'est pas du replay. Donc voilà, des distributeurs viennent nous voir et on regarde. Et si effectivement ça nous semble pertinent, là en ce moment il y a la projection des Années Super 8 d'Annie Ernaux. Il y a effectivement New Story qui a aussi décidé de faire ce parcours. À ce moment-là, c'est une négociation. Et si les intérêts de chacun sont parfaitement respectés, il y a des possibilités. On ne peut pas le faire pour tout, mais on l'a fait aussi pour Je vois rouge. Alors là, c'est vraiment un film que Racha Salti va chercher pour la lucarne, qu'elle préachète, qu'elle met un peu d'argent pour l'écriture, et puis il va sortir dans quelques salles à Paris. Donc il y a des possibilités. Mais attention, ce n'est pas pour autant que, pour ma part, je pense, qu'il faut aller jusqu'à créer des passerelles de réglementation, surtout aujourd'hui. Attends, je dis, ce n'est pas pour autant que, pour ma part, je suis pas en train de dire il ne faut pas. Je connais la subtilité, il ne faut pas. Et toutes les nuances que tu sais apporter. Je suis pas en train de dire il ne faut pas. Je dis qu'en tout cas, ça n'est pas notre rôle en tant que diffuseur de nous attaquer à ce qui est un des piliers de la réglementation, c'est-à-dire ces deux silos. Dans notre pratique, on essaye d'ouvrir à des choses différentes. Voilà. Non, Julie, je suis assez d'accord que toutes les villes documentaires, en France en tout cas, on est assez des maîtres. Parce que d'abord, il ne faut pas oublier les festivals qui sont quand même des moments où il y a beaucoup de public, il y en a plein, et c'est des moments vraiment précieux pour les documentaires. Il y a parfois des films qui se voient presque plus en festival que même en sortie salle après. Donc ça, c'est très important. Puis il y a toutes ces vies. Alors bon, je suis bien obligée de vous parler de la cinémathèque documentaire que je préside, mais c'est des moments où justement on a créé cette cinémathèque et avec Images et Bibliothèque, le mois du doc, c'est plein de moments où dès que les films ont un peu fini leur vie, et l'année du doc, voilà, qu'on on a en prévision pour l'année prochaine, je l'annonce maintenant en espérant que ça sera vraiment validé par le ministère, mais on va lancer, j'espère, en 2023 l'année du doc. Mais c'est validé, oui, validé, pas par le ministère. Donc il n'y a pas eu d'annonce politique officielle. Parce que le CNC l'a fait, mais pas encore le ministère en tant qu'année du doc. Voilà, le CNC nous soutient énormément et va en profiter pour mettre en valeur tout le plan documentaire qu'ils ont en train d'essayer de faire. Mais en tout cas, c'est sur toutes ces deuxième vie, troisième, quatrième vie des films, c'est très précieux parce que le documentaire est pour moi un des arts les plus patrimoniaux qui existent. Bon, comme la fiction peut-être autant, mais c'est quand même sa vraie richesse et du coup il ne faut pas désespérer que les films ressortent. Vous avez bien vu au mois du doc, c'est des moments, il y a énormément de films, mais c'est pas que des films de cinéma, c'est aussi beaucoup de films de télévision. Il y a toutes les étoiles de la SCAM qui passent aussi, il y a le festival de la SCAM, il y a un gros brassage. Donc je suis pas totalement désespérée que quand même il y a des passerelles, peut-être pas en même temps, et je suis d'accord qu'il faut quand même, dans l'autre sens aussi, il faut protéger les salles. Je trouve que quand ils sortent en salle, il ne faut vraiment pas que ça soit trop visible partout, parce que même si ce n'est pas le public, encore une fois, en ce moment, ce n'est pas le moment de trop
tenter les gens de rester chez eux. Et il faut donner un moment, un événement particulier et tout ça. Mais voilà, il y a des passerelles quand même, mais il faut être vigilant, il faut travailler pour. Et je sais que la CID, vous travaillez très très bien dans ce sens-là. La question que je me pose, c'est par rapport à ce que tu dis aussi, Fabrice, et c'est le débat aussi sur la chronologie des médias. Hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et on a obtenu sur le documentaire des choses tout à fait intéressantes. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas à un moment donné une contractualisation plus grande, film par film, de ce que on peut le faire d'ailleurs, c'est pas totalement impossible. Ça, je pense que là, mais je pense que c'est quand même ça qui me paraît de plus en plus essentiel, parce que au-delà j'ai envie de dire de ce qui est artistiquement le film, parce qu'il y a des films peut-être plus cinématographiques que télévisuels, ça c'est vrai, qu'il y a des films qui soient plus sur un grand écran que sur un petit écran. Maintenant le paradoxe c'est que vous pouvez regarder un film sur un grand écran chez vous, un immense écran de cinéma et un smartphone, et quand je vois dans le train le nombre de gens qui regardent des films là, moi ça m'hallucine un peu, mais ils regardent bien des films sur un smartphone. Bon, donc effectivement tout est possible. Mais justement en même temps, à un moment donné, c'est vrai que moi la question que je me pose, je me la pose mais de façon, enfin je veux dire naïve, j'ai pas de prétention, c'est qu'à un moment donné, un film sort et on a envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné la nécessité pour nous qui voulons que le public accède à un film, de le lui faire accéder dans des délais les plus raisonnables possibles, sous toutes les formes. Tout le monde n'a pas un grand écran chez lui de 4 mètres sur 3 d'abord. Il y a des gens qui auront ça, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas... Oui, tu sais, il y a des questions... Tu sais, il y a même la fracture numérique, ça s'appelle, tu sais. Donc, il y a des gens qui ont juste un petit téléphone, des gens... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît quelque chose... On le voit bien, même dans notre façon de faire. Moi, j'ai 10 façons maintenant d'accéder à un film. Et je rate des films, je le disais tout à l'heure, parce que la distribution en salle, pour des tas de raisons, rend plus difficile qu'avant le fait de pouvoir aller au cinéma. Donc c'est des questions que je pose, mais il me semble qu'on devrait aller vers une meilleure contractualisation de l'exploitation d'un film, quel qu'il soit. Mais tu viens de l'expliquer d'ailleurs. Je pense qu'on y va. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de règles, il y a tellement des histoires différentes. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il faut... S'il y a cette flexibilité, par exemple d'Arte, bon, je ne sais pas si toutes les chaînes sont aussi flexibles que ça, mais non, je pense que la télévision un peu moins, mais en tout cas c'est bien parce qu'il y a des histoires vraiment différentes. Effectivement, quand un film après a un prix dans un grand festival et qu'un distributeur veut le sortir, il a cette possibilité en respectant un petit délai. Il faut qu'on s'entende quand même. Il faut s'entendre, bien sûr. Non, mais il faut et puis il y a les dérogations à la chronologie média qui existent maintenant. Il y a quand même des choses possibles. Mais il faut rester possible, dans cette chose-là. Mais moi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas un truc, si je puis me permettre. Moi, je suis un homme de télévision. Et vous savez quoi ? Je trouve ça super beau, la télé. Mais vraiment, je le pense très profondément et très sincèrement. Je trouve ça super beau. Alors je parle de la télé en France, parce que je suis pas grand clerc et je partirai. Mais c'est super beau la télé dans son acception moderne, c'est-à-dire que la télé aujourd'hui, penser que c'est juste une chaîne hertzienne, c'est penser la télévision comme il y a 20 ans. Mais la télé c'est super beau. Pourquoi ? Parce que c'est un outil démocratique. C'est d'abord et avant tout un outil démocratique. Le cinéma aussi, dans sa vocation de débat, dans sa coprésence, mais il est cher. Bien sûr. Avec la télévision, c'est gratos. Moi, mes étudiants que je rencontre, ils ont vu les films à la télé. Et c'est pas rien. Ils ont vu le patrimoine du documentaire. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ils ont pu le voir sur notre plateforme. Parce que chaque année, on a environ une vingtaine de films qui sont un peu des incunables du documentaire. Chantal Akerman, de Chris Marker, etc. Et ça, c'est très très important. Moi, je pense qu'il faut être très prudent avec ces histoires de changement de la réglementation, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que les chaînes de services publics sont fragilisées et que c'est un enjeu au moins aussi essentiel que la baisse des entrées en salle en ce moment. Et la décision politique a été prise de cette fragilisation, de la suppression de la redevance. Elle ne peut, comme il n'y a pas de mécanisme qui semble très clair sur la pérennité de cette redevance, les chaînes sont fragilisées et elles offrent ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une rencontre fortuite. La beauté de la télévision, c'est la rencontre fortuite. La rencontre en allumant le poste, la rencontre sur une plateforme, par exemple sur arte.tv, c'est le hasard. C'est le hasard qui peut créer quelque chose dans la relation de quelqu'un au film. Donc, attention à ne pas
se dire oui, alors il faudrait encadrer, contractualiser que la télévision y ait tant de systématiquement, pas plus de temps de mois de replay. Il faut juste qu'il y ait les deux en fait. Voilà. Et que du coup le cinéma disparaisse pas. Non mais je sais bien que ce n'est pas du tout. Il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre, parce que la réglementation ne les joue pas l'un contre l'autre. Non mais il faut quand même attention que la télévision ne mange pas le cinéma pour autant et voilà. Non mais c'est un risque. En documentaire. Justement, en documentaire en ce moment c'est la plateforme. D'ailleurs c'est pas la télé. Les films sortent presque plus. C'est quand même le cas, je trouve. En fait, c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites, c'est que en fait, c'est évidemment formidable, même de tomber par hasard sur un chef-d'œuvre à la télé, c'est exceptionnel, c'est super. Mais c'est vrai que pendant le confinement, on a vu la télé a quelque part sauvé le cinéma, on va dire, parce qu'on a réussi quand même à voir des films et ça, donc il faut reconnaître. Mais en même temps, on voit aussi que pour faire sortir les gens et les amener en salle, il y a beaucoup plus de travail à faire. C'est-à-dire il y a une période où il y avait plein de productions de 3D parce que c'était une raison de plus pour ne pas regarder la télé et aller au cinéma. Donc ça a marché pendant une période, mais pas toujours. Maintenant, il y a des rencontres, il y a toujours, et pour le documentaire, c'est encore plus compliqué. Mais il y a quand même cette espèce de, pour ne pas l'appeler concurrence, mais en tout cas cette comparaison, je pense, existe et que c'est un travail à faire. Je crois que les exploitants doivent aussi vraiment travailler sur la qualité de leur salle. Ça, c'est des gros investissements, mais quand j'ai appris là, juste avant le confinement, que des salles à Odéon, je ne vais pas citer mais ils avaient 3 salles, ils ont transformé en 5 petites salles. Moi, ça me déprime parce qu'on sait que justement, pour que les gens aillent en salle, il faut qu'ils se retrouvent dans des salles confortables, grandes, avec un son magnifique, et c'est ça qui fera la différence parce que aussi. Sinon, l'écran de télé est plus beau. L'écran de télé, c'est sûr qu'on peut être mieux chez soi que dans une petite salle de MK de Beaubourg. D'autant que les téléviseurs, aujourd'hui, les prix des téléviseurs exceptionnels, coûte très peu cher. La vraie question, c'est quand même la plateformisation. C'est ça. En fait, on est dans une plateformisation parce qu'aujourd'hui que je regarde, les gens ont parfois, pas tout le monde, des Apple TV ou sont abonnés à des plateformes et il y a une forme de plateforme. Oui, mais il y a une vraie plateformisation de la télévision. Donc la question de la plateformisation, c'est que tu regardes. Moi là, tu as une expérience qui est une forme d'aplat, que ce soit la plateforme d'Arte ou du Netflix, ou d'aller sur Amazon, ou d'aller sur Disney, etc. Non, mais j'essaye de terminer mes propos, cher ami, qui est juste qu'il y a une plateformisation de la télévision, c'est-à-dire une manière de regarder par un choix à un moment donné. Je regarde ce que je veux au moment où je veux le regarder. Ça peut être aussi bien Cashmarker que Mizoguchi ou le dernier HPI de TF1. La manière d'y accéder est exactement la même. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est ça qui doit permettre de réfléchir et de poser la question de l'accès du public aux œuvres. Et après, il faut préserver la télévision, mais la télévision est préservée de toute façon, parce que tu la sois en linéaire ou en délinéarisé, c'est de la télévision, c'est des programmes qui viennent de la télévision. Je n'ai pas dit la télévision en soi, j'ai dit une télévision qui aurait une vocation de service public et donc aussi de création. Je n'ai pas dit la télévision en général. Le problème sur les plateformes, c'est aussi l'éditorialisation. Comment on accède aux documentaires, parce que bien sûr que tout est là. Une plateforme, c'est encore pire. Il y a tellement de propositions qu'on ne peut pas tout mettre sur une première page d'avance. Et donc, il y a aussi un travail qui est fait, que c'est toujours les films qui sont plus vus, qui sont plus accessibles, parce qu'ils sont là en première page et qu'on ne trouve pas les documentaires. Parlons pas que d'Arte, je parle d'une manière générale. Même sur Netflix, je ne pense pas que c'est les documentaires qu'on voit en premier quand on cherche et qu'on a déjà tellement de séries. Je ne sais pas d'ailleurs comment les gens vont au cinéma quand ils regardent des séries toute la journée. Ça va faire plaisir à Fabrice. La plateforme d'Arte, quand même, à mon avis, la mieux faite. Mais alors, à votre décharge, si j'ose dire, il va être furieux si je dis ça. Mais tu as connu France Télévisions, donc tu as forcément encore le cœur qui bat quand on parle français. France Télévisions a une espèce d'hyper-offre qui rend trop compliquée la présentation par France Télévisions d'une manière un peu rationnelle et l'offre. Voilà, on s'y perd. Aller chercher un documentaire que vous avez envie de voir de France 3 Régions, on en parle souvent à la SCAM, c'est dur. Il y a une hyper-offre quelque part qui n'est pas bien hiérarchisée. C'est très difficile. Mais ceci, je trouve, on le sait, on l'a déjà dit, Arte est probablement la chaîne de télévision qui a le plus rapidement, le mieux mis en place une offre de plateforme cohérente qui donne envie, etc. Ça, je pense que c'est incontestable, tout le monde le dit, et puis surtout qui éditorialise. Julie a parfaitement raison. On continue à aller plus loin parce que c'est pas encore parfait, mais notre désir est vraiment de pousser l'éditorialisation au maximum. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas si c'est, mais c'est peut-être un peu l'usage, dans la mesure où on va bientôt, je crois, l'ACID nous offre à boire. Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il y a quelques questions ou remarques dans la salle? Oui, monsieur au fond. Voilà, je suis Xavier Dozan, réalisateur de films documentaires.
films récemment, Les Pépites, et puis le dernier, un film qui s'appelle 9 jours à Raqqa, qui est sorti à l'automne dernier. Je trouve que je suis intéressé par le sujet du débat, mais très honnêtement, je trouve qu'on n'aborde pas les vraies questions. Ce que vous dites, Fabrice, c'est très intéressant, mais c'est le point de vue de la télé, du diffuseur, pas celui du réalisateur. Et or, nous, aujourd'hui, en tant que réalisateurs, on se retrouve vraiment en face de murs qui sont extrêmement durs en fait, à faire passer, surtout quand on tente de faire des films pour le cinéma. Et la première difficulté qui fait la différence pour moi entre la télévision et le cinéma, c'est que l'économie du documentaire du cinéma, elle n'existe pas aujourd'hui, en fait. Vous vous dites en tant que réalisateur, oui, je veux faire un film pour le cinéma, mais qu'est-ce que vous avez comme recours pour financer le film? À part, en fait, quelques télévisions, mais qui prennent 2, 3, 4 longs métrages documentaires par an, c'est infiniment peu par rapport aux propositions. Donc quand on n'a pas accès à ces modes de financement, qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a rien, en fait, pratiquement rien. Donc du coup, je vais vous citer, alors si je peux prendre un petit peu de temps, je voudrais faire une petite étude de cas sur mon dernier film, 9 jours à Raqqa. Parce que je pense que c'est assez intéressant pour alimenter le débat, c'est pas pour moi, mais c'est pour alimenter le débat. 9 jours à Raqqa, c'est un film, donc c'est l'histoire de Lila Mustafa, qui est la jeune mère de Raqqa, qui est l'ancienne capitale unitaire. On a une fenêtre, moi en tant que réalisateur, et une fenêtre pour partir à Raqqa. Il faut prendre la décision en une semaine. Donc, c'est dans ma tête, je dis, il y a un sujet hyper intéressant, je veux en faire un film de cinéma. Je prends la décision de partir. Partir, c'est tourner. Donc on se heurte déjà à un premier problème, c'est que pour financer un documentaire pour le cinéma, il faut faire toutes les aides avant de tourner. Et ça, c'est un problème auquel on est confronté depuis des années. Ça ne change toujours pas. Parce que, en fait, le documentaire de long métrage documentaire pour le cinéma, il est lié à la fiction, au mode de financement de la fiction, alors que ça n'a rien à voir. Donc, en fait, on sait déjà qu'on part tourner, on va avoir une première difficulté qui va être de financer, de demander les aides, sachant qu'on a déjà. Ça a un peu changé, hein. Ça a un peu changé. À la manche de recettes et dans plein d'aides maintenant, c'est tout à fait accepté. On est déjà commencé à tourner. Hein. Non, mais je suis d'accord avec vous que c'est toujours difficile, mais vraiment. On change les dates, on ne donne pas les vraies dates. Oui, parce que c'est un principe de droit. Juste pour ajouter des questions de convention collective. Qui sont une vraie question. Voilà, convention collective, alors, mais je vais avancer sur le. Je pense que Fabienne avait une précision à apporter. Non, mais c'est parce que, par exemple, sur la feuille de CNC qui est transverse audiovisuel cinéma, jusqu'au développement renforcé qui permet quand même de commencer à tourner et même de faire un premier montage justement pour aller convaincre des diffuseurs, vous pouvez avoir quasi tout tourné, c'est absolument accepté. Et sur la direction du cinéma, concernant l'agrément, qui était quand même le gros problème, il est réformé actuellement pour que, quand il y a urgence de sujet, ou quand vous avez filmé quelqu'un depuis 10 ans, etc., les tournages conservatoires ne vous provoquent pas d'abattement et vous avez droit à l'agrément. Donc c'est pour l'année du doc, il y a beaucoup de choses en ce moment qui bougent. Ils sont en train de changer. Oui, parce qu'on est en train de bien. Oui, je suis d'accord. C'est en train de changer dans le bon sens. Je suis d'accord. J'avance. Parce que ça, c'est un sujet. Donc si ça avance, c'est vrai. C'est très bien. Donc, on cherche des financements. On ne trouve pas, on fait le tour des télés, on ne trouve pas de financement pour les tours de télé pour les cases cinéma. On ne trouve pas de financement pour le cinéma. Par contre, il y a Christine Coquelin qui s'intéresse au sujet et qui dit nous, on le finance pour un film télé pour Planète. Donc, dilemme. Je dis je veux faire un film pour le cinéma, mais c'est la télé qui s'y intéresse. Et elle apporte une enveloppe conséquente qui est le seul moyen, en fait, de pouvoir faire mon film. Donc, du coup, on signe avec Planète, avec Christine Coquelin. On perd l'agrément des investissements, donc pour le cinéma. Du coup. Et je fais mon film, elle me laisse tranquille, et qui me laisse tout à fait tranquille. Je fais mon film, je le monte, il est terminé, je le propose à Cannes, il est sélectionné, il est en sélection officielle à Cannes. 2020, le label, l'année où j'ai pas eu le festival, mais j'avais le label, donc sélection officielle de Cannes. Donc c'est super, etc. Je me dis c'est bien. Et Christine Coquelin, qui voit le film, qui l'aime beaucoup, me dit bon, bah, c'est super, mais maintenant il nous faut le film pour la télé, la version télé. Donc on va remonter le film.
Alors bon, j'accepte, puisque c'était le contrat, c'est Planète qui m'apporte le financement, on remonte le film. Donc quand on parle de films pour la télé, il faut savoir que c'est des films, dans ce cas-là, qui doivent rentrer dans la case télé. Donc c'est aussi encore deux choses différentes. Donc j'accepte, on remonte le film, voix off, 60 minutes au lieu de 1h30. Un film que moi, du coup, je m'en détache parce que c'est pas le film dont j'ai voulu. Et c'est pas le film qui était sélectionné à Cannes. Mais bon, c'est le contrat. Donc j'accepte. Le film, ils ont fait le montage. Et après, il y a la question de la sortie du film au cinéma. Donc, moi, je présente le film au distributeur, le film version Cannes, qui est pris par un distributeur qui s'appelle Atelier Distribution, pour le sortir. Mais il y a un conflit entre Planète et le distributeur et nous en tant que producteur. Comment on fait, en fait? Parce qu'on ne peut pas sortir le film au cinéma. Dérogation de la trilogie. Voilà. Il y a la dérogation. Dérogation, etc. Oui, Ah oui. mais Christine Coquelin me dit, bon, donc on va diffuser 9 jours à Raqqa, sélectionné à Cannes. Je dis, ben non, c'est pas possible. Alors, je dis ça, c'est pas contre. Je ne veux vraiment pas faire de critique vis-à-vis de Christine Coquelin, c'est un système, c'est comme ça. Mais donc, je dis, ben non, vous ne pouvez pas diffuser sur Planète 9 jours à Raqqa en disant que c'est le film sélectionné à Cannes, alors que c'est un remontage avec le voix off, raccourci, beaucoup plus facile, qui n'est pas le film que j'ai présenté à Cannes. Vous voyez? Donc c'est assez étonnant de s'imaginer qu'on puisse fonctionner comme ça. Et donc j'organise une visio avec elle, en me disant, mais non, donc dans ce cas-là, on change de titre, on prend un autre titre pour 9 jours à Raqqa, pour faire une diffusion télé. Mais de profiter évidemment de la notoriété de Cannes. Voilà. Et donc pendant 2 heures, j'ai lutté pour Christine, qui me dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? On a financé ce film, donc c'est 9 jours à Raqqa qu'on va diffuser sur Planète, c'est comme ça. Vous, les auteurs, vous prenez pour la grosse tête, vous avez les chiffres, c'est votre film, etc. Voilà, je passais pour quelqu'un de super prétentieux, alors que en fait, je défendais juste l'idée qu'on ne peut pas annoncer un film qui est primé et qui est sélectionné à Cannes en étant complètement raccourci. Et ça, je vais vous dire, ça n'existerait jamais pour la fiction. Jamais pour la fiction, vous avez un film. Si je peux juste réagir à ça, non, parce que là c'est vrai, enfin, je veux dire, moi je suis réalisateur, je comprends parfaitement, mais en même temps, je peux le lire un peu à l'envers, c'est-à-dire que le contrat de départ c'était avec la télé. Là, vous êtes en train de dire que vous avez raccourci votre film pour la télé, c'était un contrat avec eux. C'est ça qui a permis de finir le film. Oui. Déjà, non, je veux dire, pour votre cas, c'est extraordinaire que vous avez pu quand même bénéficier de Cannes, éventuellement le cinéma et la télé, tout. Je veux dire, il y a pour plein de films, c'est définitif, c'est-à-dire, tu es la télé, c'est fini, tu oublies le cinéma, ou le contraire. Donc là, faut juste pour ne pas déformer les choses. Parce que c'est pas ce que je veux dire, c'est je l'ai présenté tout à l'heure comme une étude de cas. Ça veut dire que moi, je dirais des bénéfices. Il y a des inconvénients et il y a des bénéfices. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train encore une fois, je cite Christine, pas pour la critiquer elle, mais pour établir un fonctionnement d'un système. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour ce qui fait la grande différence entre la fiction et le documentaire, c'est que le documentaire pour la salle, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire des documentaires pour la salle sans imaginer une version éventuellement pour la télé. Et ce qui existe en fiction aujourd'hui, jamais en fiction, en fait, on va vous dire, puisque c'est telle case qui vous finance ou telle case qui vous finance, on va faire... Oui, mais jamais on va vous dire, on va faire une autre version, vous voyez, de votre fiction. Oui, mais bon, si je peux me permettre, vous partez bon, Fabrice, si je puis me permettre, on va laisser. Et donc, non, parce que voilà, je me permets, je conclue pour faire rapidement, c'est que, pour justement avancer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en fait, si on veut continuer à faire du film pour le cinéma, du documentaire pour le cinéma, on est obligé en quelque sorte de composer avec la télévision.
Et les dictats de la télévision aujourd'hui, déjà, c'est les documentaires de 1h30. C'est très difficile de placer des documentaires de 1h30 à la télévision. Donc la télévision, ils veulent des formats qui sont plus courts, qui sont plus efficaces. Et moi, je ne suis pas contre du tout que pour un même sujet, il y ait éventuellement 2 formats. Mais il faut que ce soit pris en compte par le CNC, justement, pour la question des agréments des investissements, pour que nous, en tant qu'auteurs et réalisateurs, en fait, on puisse financer des films destinés pour le cinéma avec des financements télévision, en fait. Et c'est ça qui permettrait au film certainement de mieux exister. Fabrice, on va pas tarder à... Merci beaucoup pour cette étude de cas. Non, mais c'est toujours intéressant. Chacun son étude de cas. Il y a aussi des cas heureux où on est diffusé par la télévision pendant longtemps et du coup on arrive à le sortir en salle. Et c'est chouette. Alors ça, c'est une pierre dans mon jardin. Non, mais c'est bien. Non, mais je veux dire, il y a hélas tellement d'histoires différentes qu'en même temps, il y a des films qui justement sont pensés pour la télévision parce qu'on pense que ce sera plus facile d'avoir du financement et tout. Puis finalement, on est refusé partout. Et puis on arrive à trouver un distributeur qui aide un peu, un producteur aussi, parce que n'oublions pas les producteurs. C'est rare, mais ça arrive. C'est aussi lié à des producteurs qui prennent des risques et qui sont des... On ne peut pas comparer ça avec le nombre de réalisateurs de l'autre côté qui essayent de faire des films pour le cinéma. Ce que vous citez là, c'est des cas. On peut essayer de faire des films sur le cinéma, mais n'oubliez pas qu'il y a un marché aussi. C'est pas parce qu'il y a un désir de cinéma que tout le monde... Et là, c'est pas la télévision ni le cinéma, c'est aussi la possibilité de l'existence d'un spectatorat, etc., etc. Donc, les distributeurs, ils savent un peu bien les films qui peuvent quand même passer en salle. C'est pas tous les documentaires qui peuvent marcher. Il y a d'ailleurs les films qui marchent très très bien en salle. C'est ceux qui sont dans des choses un peu différentes. C'est ceux des films très militants qui font venir des quarts entiers de gens qui sont intéressés par le sujet. Et là, ça marche du tonnerre. Et puis il y a des sujets plus ou moins, où les distributeurs savent un peu par expérience il y a des films qui marchent, quoi. Tous les films ne sont pas... De même que tous les films passent pas dans la télévision. Aujourd'hui, moi, je suis Rebecca. En tant que productrice, c'est vrai que je réfléchis aussi à toutes ces questions. Moi, je fais beaucoup de documentaires plutôt pour le cinéma. Mais j'avoue que j'ai une approche assez pragmatique quand même. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des films où je me dis... Ça va plus être des films que je vais pouvoir, qui ont le potentiel salle et que je vois aussi pouvoir imaginer les financer en cinéma. Et d'autres où je me dis c'est plus la télé. Bon, à la télé, j'ai une case très très étroite en fait, moi vu les films que je fais. Mais c'est vrai que moi, en gros, et c'est vrai que c'est pour ça que le FAI c'est hyper précieux pour nous parce que c'est un endroit où on peut avancer sans être fléché cinéma ou télévision. Mais après, moi, c'est vrai que dans le débat, par exemple avec les auteurs sur on veut faire des films sur le cinéma. Attendez quoi, si par exemple il y a un film que vous voulez faire et que je trouve un endroit où le faire à la télévision où vous avez la liberté de faire le film que vous voulez faire, allez-y, parce que si c'est pour faire un film pour le cinéma où il y aura 2 ou 3 000 entrées en salle, et aujourd'hui on va de plus en plus, aujourd'hui et demain, parce que ce qui nous attend avec ce qui se passe aujourd'hui pour ce type de film et de manière générale les films d'auteur, je pense que ça va être très violent, c'est-à-dire aussi sur les distributeurs. Moi, je sais que j'ai signé des films avec des distributeurs, mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer, vu ce qui vit d'où l'importance aussi qu'il y ait des fenêtres télé pour des films d'auteur. Moi, j'ai toujours combiné des choses. Par exemple, moi, j'ai eu un film nommé au César que j'ai financé en télévision avec Vosges Télévision. Il se trouve que, parce que c'était un premier film, donc évidemment, premier film assez fragile qui se développe pendant le temps de la production, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe autour de ce film, et donc il a un prix, il est sorti par Sophie Dulac, il fait 20 000 entrées, et il est nommé au César. Bon voilà, donc il y a des parcours comme ça un peu exceptionnels, et je pense que il faut rester en tant que à la fois auteur, autrice et du côté de la production très ouvert, mais c'est bien qu'on arrive à en dialoguer parce que moi je sais que je trouve que ça n'a pas de sens des auteurs qui s'attachent vraiment à un film pour le cinéma. Moi je trouve que... après moi je dis ça, en même temps je défends la salle évidemment. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les festivals, il y a des projections exceptionnelles, et c'est le plaisir d'un salle, on peut l'avoir à des moments, il peut y avoir cette deuxième vie dans les cinémathèques, dans tous les lieux. Après, c'est un peu aussi... Juste pour terminer, par exemple comme productrice, ce film dont je parlais, 68 Montpellier les Clous,
c'est le film qui a fait le plus d'entrées en salle dans ceux que j'ai sortis, mais c'est celui où j'avais pas l'agrément, donc 0 francs enfin 0 euros sur mon compte automatique, quoi, avec ce film. Alors que bon, c'est celui, voilà. Mais je trouve que c'est complexe, quoi. Enfin, et en même temps, évidemment, je défends de continuer. Et ça, il y aurait quelque chose à changer sur ça, justement, une fois qu'il est sorti en salle, est-ce que ça pourrait rentrer dans le compte de soutien après ou c'est vraiment c'est des vraies questions, justement. Après, juste pour terminer sur les films télé qui peuvent aller en salle, avec une vie en salle qui est vraiment... Enfin, moi, je pense qu'il faut réfléchir, voilà, continuer sur c'est quoi la vie en salle de ces films, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de distributeurs qui y vont quand même sur des films qui n'ont pas l'agrément de production, mais eux, ils peuvent avoir l'agrément de distribution. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour les distributeurs, quoi. Ils ont les aides quand même, voilà. Enfin, moi, je crois que ce qui est aussi important, c'est quand même les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que vous évoquez la liberté. Beaucoup de réalisateurs de cinéma disent « je vais au cinéma parce que je suis libre de faire ce que je veux ». Et donc la question, elle est aussi d'espérer que la télévision gardera des fenêtres de liberté. Et là, bon, c'est un autre sujet. Il y a des auteurs qui considéreront toujours qu'il n'y aura jamais de possibilité d'être totalement libre en télévision. Donc d'où, voilà, il y a certains auteurs qui disent « moi, je ne vais pas à la télévision ». Voilà, mais c'est aussi à la télévision de démontrer qu'elle a des espaces de liberté sans nécessairement non plus que le film passe à 2h du matin. Enfin, on ne va pas recommencer ce débat, c'est un autre débat, mais il est quand même essentiel. Alors, je pense que d'ailleurs, avec ce que j'appelle, c'est pas très joli, mais la plateformisation de la télévision, la problématique des films d'auteur redevient plus pertinente parce qu'elle n'est pas associée à non mais vous croyez tout de même pas qu'on va passer des films entre guillemets, je dis ça entre guillemets, difficiles à 22h, fût-ce à 22h30. On peut maintenant les mettre, alors pour le coup en ligne, en plateforme, voilà, sur des plateformes, quand on a envie de les regarder. Donc c'est quand même pas tout à fait la même problématique. Mais c'est vrai que ça, on peut pas non plus, enfin me semble-t-il, éternellement non plus, aller au cinéma pour avoir un goulot d'étranglement comme celui qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est les deux faces de la même médaille. Mais vous avez bien résumé les choses par rapport à l'idée qu'on peut aussi, vous l'avez dit, qu'on peut aussi en télévision avoir une liberté de création et que du coup, vous dites attention de ne pas aller forcément au cinéma parce que moi, je peux vous dire en tant que productrice, je vais parvenir à vous accompagner sur un film où il y a une liberté. Voilà. Ben oui, c'est dur. Mais ben oui, vous l'avez. Je suis d'ailleurs, j'étais étonné que vous le disiez comme ça, mais c'est dur. Je suis pragmatique, voilà. mais moi j'ai du mal. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien d'être libre, encore faut-il réussir à faire ces films, c'est tellement difficile de les faire pour le cinéma, et puis n'oubliez pas qu'à la télévision, il y a tout d'un coup en une soirée 500 000 ou 1 million de personnes qui voient votre film. Voilà, ça c'est la première chose. C'est quand même quelque chose qui est précieux. Et par ailleurs, 5 000 en moyenne des documentaires. Et par ailleurs, il faut quand même pas voir les choses à l'envers. Il n'y a pas d'un côté l'extraordinaire liberté du cinéma et de l'autre côté la contrainte du formatage de ces coupeurs de tête de la télévision. Ça ressemble à rien. C'est tellement caricatural que ça ressemble à rien, d'autant que la grande liberté au cinéma, oui, vous allez sans doute avoir... Non, cette caricature ne ressemble à rien, je vous assure. Bon. Mais en tout cas, ça n'est. Non, je vous assure. Bon, la vérité est au milieu. Allez, on s'adopte. Non, mais attendez. La vérité est au milieu, puis on va bientôt être obligé de clore. Justement, pour pas finir sur. Je crois que Jacques ça n'a pas fini, et après je vous passe la parole. Oui, non, juste pour parce que je vois que là, c'est vrai. Moi, j'avais l'expérience personnellement sur un documentaire où justement on a galéré en essayant de le définir comme un film de cinéma. Ça n'a pas marché. Pourtant, j'y crois toujours. Et finalement, c'est la télé qui a sauvé le film. Je veux dire, à un moment donné, si en tant que réalisateur, c'est difficile à avaler, mais à la fin, je dis, comme vous dites très bien, le plus important, c'était que le film se fasse. Et donc, voilà, effectivement... Il y a de belles expériences en cinéma. Merci. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que d'une part, il n'y a pas d'un côté des coupeurs de tête et de l'autre une liberté, comme ça, une espèce de champ de fleurs. Parce qu'en fait, en cinéma, ça se fait avant. C'est-à-dire que si aucun distributeur n'en veut, le film il se fera pas. Point à la ligne. Et quant au distributeur, mon expérience qui est plus limitée, qui maintenant commence à être importante, je vous assure qu'une discussion avec un distributeur qui a investi dans un film, c'est pas du tout une discussion tendre. Il m'est parfois arrivé de m'étonner, écoutant un distributeur et me disant à moi-même, j'ai pas la réputation d'être si tendre que ça, mais j'aurais jamais osé parler comme ça au réalisateur. Je pense que il y a des enjeux. On peut pas imaginer des lieux purs et une liberté d'expression absolue. D'abord, d'une liberté de création absolue.
Parce que de toute façon, il y a de l'argent, donc ce sont des univers contraints, alors plus ou moins, et je ne revendique pas la contrainte absolue comme une nécessité, comme quelque chose de positif, mais encore une fois, il n'y a pas d'un côté le cinéma... Parce que le marché du cinéma est très rude, et très violent. Et je veux dire, les contraintes d'un distributeur, elles sont aussi très fortes. Et puis quand un distributeur n'aime pas le film, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a soutenu, sauf qu'en fait, il fait rien pour la sortie. C'est une sortie technique où rien ne se passe. Et donc, voilà, c'est bien triste. Après, sur les passerelles, peut-être, je pense qu'il faut être un peu prudent quand même, parce que sortir un film en salle aujourd'hui, quand on parle documentaire, de quel documentaire on parle? Quand vous voyez que les plateformes, elles font 50% de leur audience parfois sur du doc, mais c'est des portraits de footballeurs et de footballeurs. Tous les line-up, c'est ces portraits-là. Et donc une fois que le public aura consommé ça pendant des années, allons le rattraper sur du cinéma d'auteur. Donc je pense que c'est quand même important qu'à un moment, on connaît les cases sur les chaînes qui consacrent le cinéma d'auteur et qu'au cinéma, aussi dans les salles, il y ait au max de ce documentaire-là, pour que quand même il y ait un peu de différence entre... Parce que, après, sur le financement a posteriori, sur les passerelles a posteriori, vous risquez à l'avance sur cette impériale, par exemple, de voir débouler... Merci. Il y en a pas mal. On va être obligé, s'il vous plaît, on va être obligé d'arrêter. La réglementation est une protection. Bon, on va être obligé d'arrêter ce débat. Je crois que ce qui est intéressant quand même, c'est que moi je ne renonce pas tout à fait à l'idée que par petites touches, mais vous l'avez expliqué, le CNC bouge plus qu'on ne pense d'une manière générale sur le cinéma documentaire et d'une manière générale sur la problématique du documentaire. De façon générale, donc je pense que c'est important et que par petites touches, plutôt qu'un grand soir de je ne sais quelle réforme de tout, par petites touches, on peut aboutir à un certain nombre d'évolutions positives là-dessus, que ce soit les passerelles documentaires entre le cinéma et la télévision, que ce soit de manière générale le meilleur traitement réservé aux documentaires. Au CNC, je le dis comme ça paraît un peu brutal, mais de mieux prendre en compte ce que sont les réalités documentaires. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut qu'on continue tous à travailler. Voilà, et quant à ceux qui ne sentent plus au cinéma ou à la télévision, en tant que directeur général du SCAM, je ne dis rien, je fais joker. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci bien. Merci Hervé. Merci.